20 juillet 2012. Aurora, Colorado. Une salle de cinéma pleine à craquer pour la sortie de The Dark Knight Rises. Mais en quelques minutes, la fiction bascule dans l'horreur. 12 morts. 70 blessés. Le nom du tireur? James Holmes. Qui était cet homme? Et qu'est-ce qui l'a poussé à commettre l'un des massacres les plus marquants de l'histoire américaine? C'était dans une grande salle de cinéma, en juillet 2012, près de Denver. James Holmes pénètre dans le multiplex et ouvre le feu, tuant 12 spectateurs et en blessant 70 autres. Par chance, son fusil d'assaut se bloque, laissant la vie sauve à des centaines de personnes. James Egan Holmes naît en Californie, en 1987. Un enfant discret, un peu timide, mais brillant. À l'université, il étudie les neurosciences, fasciné par le cerveau humain. Pourtant, derrière cette réussite, quelque chose s'effrite. Depuis l'adolescence, Holmes lutte contre l'anxiété, la dépression, et, peu à peu, ses pensées s'assombrissent. 2012, Holmes décroche de ses études. Il s'isole, s'enferme dans un monde intérieur de plus en plus noir. Il consulte des psychiatres, évoque des idées suicidaires, mais refuse l'aide. Puis il passe à l'action. Holmes achète un fusil semi-automatique, un fusil à pompe, des armes de poing. Il stocke des milliers de cartouches. Dans son appartement, il fabrique des explosifs, des pièges mortels. Tout est minutieusement planifié. Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2012, une foule de quelques 400 spectateurs assiste à la première mondiale du film The Dark Knight Rises dans la salle numéro 9 du cinéma d'Aurora. Peu après minuit, le film commence normalement, certains spectateurs sont même déguisés en personnages de Batman. Parmi eux, James Holmes. Il a acheté un billet comme les autres. Après le début de la séance, il se lève discrètement et sort par une issue de secours située au fond de la salle. Il y dépose son sac, en ressort avec un gilet tactique noir, un casque à visière, un masque à gaz, et plusieurs armes. 33 minutes après le début de la projection, l'assaillant réouvre furtivement l'issue de secours et lance 2 grenades lacrymogènes dans la salle. La confusion s'installe aussitôt, une épaisse fumée se répand au centre de la salle dans l'obscurité. Comme le tournage comprend déjà une scène de fusillade, beaucoup de spectateurs pensent d'abord à un effet spécial. Un témoin raconte, on entendait des bangs, on croyait que c'était des pétards ou un gag pour le film. Puis la fumée a envahi la salle. Le tireur s'avance alors dans l'obscurité, calmement. D'après les témoignages, il tire d'abord vers le plafond pour semer la panique puis braque ses armes sur les spectateurs. Jennifer Seger, spectatrice à quelques mètres, décrit la scène, la première balle a été tirée en l'air. Ensuite il m'a braqué son arme au visage, à 3 pas de moi. Je ne savais plus quoi faire, j'étais terrifié. Un autre témoin, Chris Ramos, dit avoir vu Holmes, tranquillement en train de tirer dans la foule, sans viser précisément, simplement pour toucher le plus de gens possible. Dans l'ensemble, le tireur se déplace lentement dans les allées, tirant des rafales ou des coups isolés vers les rangées. Les spectateurs tombent sous ces balles à l'aveuglette. Face à l'attaque inattendue, la panique gagne la salle. Certains spectateurs se cachent sous les sièges, d'autres rampent vers la sortie. Dès que le gaz et les tirs cessent, les survivants se ruent vers les sorties. Dès que ça s'est calmé, on est sorti en courant, explique un témoin. Plusieurs témoins confirment que les premiers tirs ont retenti pendant une séquence violente du film, comme si le tireur connaissait le film. Dès minuit 39, les salles se vident, et des centaines de spectateurs terrorisés composent le numéro d'urgence. Les opérateurs reçoivent les premiers appels signalant des tirs au cinéma. Les secours affluent en quelques instants. D'après les bulletins officiels, les premiers policiers sont sur place en moins de 1,5 minutes. Des ambulances et pompiers se positionnent dans le parking. Quelques agents pénètrent prudemment dans la salle 9 enfumée quelques minutes plus tard. L'odeur de lacrymogène est encore perceptible dans le hall. Les policiers et pompiers, munis de masques, pénètrent enfin dans la salle pour porter secours aux victimes. Pendant ce temps, la chasse aux tireurs est lancée. Des témoins ont noté qu'un homme masqué s'était enfui vers le parking du complexe. Les policiers repèrent une voiture suspecte, un Hyundai blanc garé derrière le cinéma, avec la portière entrouverte. Holmes se tient à proximité, encore vêtu de son équipement noir et de son masque, sans opposer de résistance. Des coups de feu d'avertissement ne sont pas nécessaires, il se rend spontanément. Holmes est plaqué au sol et menotté. Dans son véhicule, on trouve un arsenal, un fusil d'assaut muni d'un chargeur tambour d'environ 100 cartouches, un fusil à pompe et un pistolet.
Lors de son arrestation, Holmes confie aux enquêteurs qu'il a laissé des explosifs dans son appartement, ce qui déclenche la sécurisation immédiate du quartier. En effet, l'appartement de Holmes sur Paris Street se révélera rempli de dispositifs incendiaires et de bombes artisanales. Trois ans plus tard, le procès s'ouvre enfin. C'est l'un des plus médiatisés de l'histoire des États-Unis. James Holmes est jugé pour 165 chefs d'inculpation, dont 12 meurtres au premier degré et 140 tentatives de meurtre. Dès le début, la défense joue sa carte maîtresse, l'irresponsabilité pénale. James Holmes est décrit comme un homme brisé, souffrant de schizophrénie, hanté par des hallucinations, prisonnier de délire meurtrier. Selon le procureur, Holmes a minutieusement planifié son massacre. Il a acheté des armes et des munitions sur Internet. Il a piégé son appartement d'explosifs pour piéger les policiers. Pour le ministère public, Holmes savait parfaitement ce qu'il faisait. Deux psychiatres désignés par le tribunal confirment que, oui, Holmes est mentalement malade, mais il était conscient que tuer était mal. Il pouvait donc être reconnu coupable. Le 26 juillet 2015, après des semaines de témoignages déchirants, le jury tranche. James Holmes est déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Reste à décider de son sort, mort ou vie en prison. Pendant la phase de sentence, les familles des victimes se succèdent à la barre. Certaines réclament la peine capitale, d'autres refusent d'ajouter la mort à la mort. Le jury délibère. Finalement, une voix manque à l'unanimité pour condamner Holmes à la peine de mort. Le 7 août 2015, James Holmes est condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, il purge sa peine dans une prison fédérale de haute sécurité. Sa vie se résume à une cellule, à l'écart des autres détenus, où il passera le reste de ses jours. La fusillade d'Aurora reste l'une des pires tueries de masse de l'histoire américaine.